Part 1. Le prototype arriva au centre d'essai de Beretta à Gardone-Val-Trompia par un matin de janvier 1972, emballé dans une toile cirée et entouré d'une documentation technique plus lourde que le fusil lui-même. Vittorio Valle se tenait dans la salle blanche, des murs d'un blanc institutionnel, des néons se reflétant sur le sol en béton poli, et sortit l'équipement de sa caisse. Une odeur d'huile de graissage et d'acier fraîchement coupé envahit l'espace. Le AR-70 mesurait 955 mm de la crosse à la bouche, son boîtier de culasse en acier estampé laissant apparaître de légères marques d'outils provenant de la presse hydraulique. Les mains de Valle parcouraient la surface, vérifiant les tolérances à la jonction du canon, testant le jeu latéral du mécanisme de la crosse pliante, confirmant que le porte-culasse coulissait librement sur ses rails de guidage. Le fusil pesait 3,5 kg à vide, plus lourd que les modèles américains, mais nettement plus léger que le BM59 qu'il devait remplacer. Valle avait passé 18 mois à perfectionner cette configuration. Le système d'emprunt de gaz positionné au-dessus du canon, une culasse rotative à 7 tenons de verrouillage, un régulateur de gaz fixe éliminant la complexité des réglages, un mécanisme de détente offrant un tir semi-automatique et automatique sans limiteur de rafale. Chaque composant reflétait un choix délibéré entre sophistication et fiabilité, entre matériaux avancés et techniques de fabrication éprouvées. Il inséra un chargeur vide, tira la poignée d'armement et sentit la culasse se projeter vers l'avant avec une certitude mécanique. Le cycle s'effectua en douceur, le ressort de rappel se comprimant et se relâchant sans frottement. Le sélecteur de tir cliquait entre les positions avec une précision tactile. C'étaient les vérifications de base, la grammaire mécanique qui précédait les tests réels. Mais l'attention de Valle revenait sans cesse vers la bouche du canon. Le filetage représentait sa philosophie d'ingénierie rendue matérielle, des rayures à droite au pas de 1 tour en 12 pouces. Un filetage de bouche de 0,5 pouces par 28 filets par pouce, coupé à gauche pour éviter tout desserrage sous les contraintes opérationnelles. Un système de cliquet à ressort permettait de changer les dispositifs de bouche à la main en quelques secondes. Des cache-flammes pour les opérations nocturnes, des compensateurs pour la gestion du recul, des adaptateurs de tir à blanc pour les exercices d'entraînement. L'armée italienne avait demandé une plateforme unique, capable de servir les troupes alpines en terrain montagneux, les unités urbaines en environnement clos et les bataillons d'instruction lors d'exercices avec des munitions d'exercice. Plutôt que de concevoir 3 variantes distinctes, Valle avait créé un équipement unique, doté de composants de bouche interchangeables sur le terrain. Ce filetage était la manifestation physique de la modularité, avant que ce concept ne domine l'ingénierie des systèmes de défense. À l'extérieur du centre d'essai, le vent d'hiver parcourait la vallée de Val-Trompia. À l'intérieur, Valle commença les contrôles de fonctionnement initiaux qui détermineraient si 18 mois de conception avaient produit un fusil de service viable ou un prototype coûteux destiné aux archives. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici et restez avec nous pour le prochain chapitre. Part 2. La pression sur Valle ne venait pas de la balistique ou de l'ergonomie, mais de la capacité industrielle. En 1972, Beretta possédait une expertise étendue dans l'usinage de l'acier et l'assemblage de mécanismes de précision. L'entreprise fabriquait des équipements depuis 1526, et ses usines de Gardone-Val-Trompia représentaient des siècles de connaissances métallurgiques accumulées. Cependant, l'entreprise manquait d'infrastructures avancées pour le moulage de polymères et de capacités de traitement d'alliages exotiques qui caractérisaient les prestataires de défense américains ou allemands. Valle comprenait intimement cette contrainte. Il avait visité des installations de fabrication dans le Connecticut et à Stuttgart observé les systèmes de moulage par injection produisant des boîtiers et des garde-mains en polymère, et étudier les techniques de forgeage à froid, créant des composants légers en aluminium.
Beretta pouvait reproduire certaines de ces technologies, mais pas rapidement ni à des coûts compétitifs. Tout projet nécessitant un investissement massif en nouveaux équipements de production se heurterait à des lenteurs bureaucratiques et à un examen budgétaire strict. Vale avait donc conçu le AR-70 autour des capacités existantes. Le boîtier utilisait de l'acier estampé, un matériau que les presses hydrauliques de Beretta façonnaient depuis des décennies. Le boîtier inférieur, le bloc de détente et le puits de chargeur étaient usinés dans un alliage d'aluminium à l'aide de fraiseuses et de tours conventionnelles. La crosse se pliait sur une simple charnière en acier, ne nécessitant qu'une soudure basique. Même le chargeur de 30 cartouches dérivait de modèles existants, évitant ainsi les frais de développement d'un nouvel outillage. Cette approche créait ses propres limites. Les boîtiers en acier estampé pesaient plus lourd que les alternatives en polymère. Les composants en aluminium nécessitaient un traitement thermique minutieux pour éviter les fissures de fatigue. Le mécanisme de crosse pliante ajoutait une largeur latérale qui compliquait le stockage en véhicule. Vale accepta ces restrictions comme le prix à payer pour une mise en production rapide. Le ministère italien de la Défense avait exigé un remplaçant pour le BM-59 d'ici 1973, un délai qui ne laissait aucune place à des cycles de recherche et développement prolongés. Les forces armées avaient besoin d'un fusil pouvant être fabriqué immédiatement avec l'infrastructure actuelle, entretenu par des armuriers formés au système mécanique traditionnel et utilisé par des soldats familiers des procédures de maintenance classiques. La philosophie de conception de Vale émergea de cette contrainte temporelle, une synthèse incrémentale plutôt qu'une innovation révolutionnaire. Le système de gaz empruntait des principes éprouvés à la lignée du AK soviétique. La culasse rotative suivait des modèles établis par le AR-15 américain. Le mécanisme de détente simplifiait des concepts du FN FAL belge. Rien dans le AR-70 n'était sans précédent. Tout était délibérément familier. Cette approche conservatrice comportait des risques. Les officiers responsables des achats préféraient des fonctionnalités innovantes justifiant les dépenses budgétaires. Les journalistes spécialisés louaient les matériaux de pointe et les configurations non conventionnelles. Le design direct de Vale n'offrait aucun argument de vente spectaculaire, juste un fonctionnement fiable par la simplicité mécanique. Mais il disposait d'un détail d'ingénierie qui élevait l'ensemble de la plateforme, le système de filetage de bouche. En permettant l'échange de dispositifs sans outils spécialisés, Vale transforma un fusil unique en de multiples configurations opérationnelles. Une unité alpine pouvait installer des cache-flammes avant une patrouille nocturne et les retirer ensuite. Une équipe d'intervention urbaine pouvait fixer des compensateurs pour la précision en espace clos. Un bataillon d'instruction pouvait ajouter des adaptateurs de tir à blanc pour des exercices sans envoyer les équipements à l'armurerie. Le choix du filetage exigeait un usinage précis, une coupe à gauche avec des tolérances exactes pour empêcher le desserrage sous l'effet des vibrations, mais utilisait des tours conventionnels que les machinistes de Beretta manipulaient quotidiennement. Cela ajoutait un poids négligeable, ne créait aucune pièce mobile susceptible de tomber en panne et ne nécessitait aucun entretien au-delà d'un nettoyage périodique. Vale avait trouvé l'intersection entre capacité de fabrication et flexibilité opérationnelle. Part 3. Le fonctionnement par emprunt de gaz du AR-70 suivait des principes physiques régissant la conception des équipements de défense depuis la fin du XIXe siècle, mais l'application de Vale reflétait des choix spécifiques entre fiabilité et complexité. Lorsqu'une cartouche était percutée, les gaz de propulsion se dilataient derrière le projectile de 5,56 mm, l'accélérant dans le canon de 450 mm. Après que le projectile ait parcouru 230 mm, environ la moitié du chemin, un petit orifice à la surface supérieure du canon permettait au gaz de s'échapper vers un cylindre en acier placé juste au-dessus. Ces gaz propulsaient un piston vers l'arrière à environ 400 mètres par seconde.
Le piston frappait le porte-culasse, un composant en acier usiné pesant 285 grammes, transférant une énergie cinétique qui forçait l'ensemble vers l'arrière le long des rails de guidage. Pendant ce mouvement, des rainures de came usinées dans sa surface intérieure engageaient des tenons correspondants sur la tête de culasse, faisant pivoter celle-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller 7 tenons des évidements de l'extension du canon. Le déverrouillage se produisait sur les 6 premiers millimètres de course du porte-culasse, une séquence temporelle calculée pour garantir que la pression dans la chambre soit retombée à des niveaux sûrs avant que la culasse ne se sépare de l'étui. Wahl avait défini cette distance par des tests itératifs. Trop courte, la pression résiduelle pouvait rompre les étuis. Trop longue, l'action devenait poussive. Une fois la culasse déverrouillée, l'ensemble du porte-culasse reculait de 115 mm. La griffe de l'extracteur saisissait l'étui vide, l'extrayant de la chambre. Un éjecteur frappait le culot de l'étui, le projetant latéralement par une fenêtre d'éjection située sur le côté droit. Simultanément, un ressort de rappel se comprimait dans la crosse, emmagasinant l'énergie pour le cycle avant. Au point de recul maximal, le porte-culasse s'arrêtait, le ressort se détendait et l'ensemble accélérait vers l'avant. La face de la culasse prélevait une nouvelle cartouche dans le chargeur, l'introduisait dans la chambre, et les rainures de came faisaient pivoter la culasse pour la verrouiller. Le marteau restait armé, si la détente était relâchée. Si elle restait pressée en mode automatique, le marteau tombait immédiatement pour déclencher le coup suivant. Le cycle complet s'effectuait en 0,96 secondes, au rythme cyclique du AR-70 de 625 coups par minute, assez rapide pour un tir automatique soutenu, assez lent pour garder le contrôle lors des rafales. Le choix crucial de Wahl concernait le régulateur de gaz. La plupart des fusils contemporains possédaient des systèmes réglables permettant d'augmenter ou diminuer la pression selon la température des munitions, l'encrassement du canon ou les conditions environnementales. Ces systèmes ajoutaient des pièces mobiles, nécessitaient des réglages périodiques et introduisaient des points de défaillance potentiels. Wahl imposa un régulateur fixe. Un simple orifice percé à des dimensions précises ne pouvant être modifié sans outil d'usinage. Cette décision éliminait l'erreur humaine et la complexité mécanique, mais exigeait un étalonnage méticuleux lors de la fabrication. Le diamètre de l'orifice de 2,8 mm fournissait une pression de gaz suffisante pour assurer le cycle sur une plage de température de 40 degrés à plus 150 degrés, et des variations de munitions de plus 15% par rapport à la pression nominale. Les essais confirmèrent que ce réglage fixe fonctionnait de manière fiable, bien que cela signifie que les utilisateurs ne pouvaient pas compenser des conditions extrêmes ou des canons sévèrement encrassés. Wahl accepta cette limite, la jugeant préférable à des mécanismes risquant d'être mal réglés sur le terrain. Le piston à gaz lui-même était en acier chromé de 8 mm de diamètre, avec un ressort de rappel captif le maintenant contre le porte-culasse. Les dépôts de carbone s'accumulaient sur la tête du piston, mais le chromage empêchait l'adhérence et la pression du ressort garantissait un contact constant. On pouvait retirer le piston pour le nettoyage en chassant une seule goupille en acier. Aucun outil propriétaire n'était requis. Cette accessibilité pour l'entretien s'étendait à tout l'équipement. L'ensemble porte-culasse se démontait en 5 composants après le retrait d'une goupille. Le mécanisme de détente pouvait être extrait du boîtier inférieur après avoir poussé 2 goupilles de retenue. Le canon était emmanché à force dans le boîtier et pouvait être remplacé par des armuriers avec une presse hydraulique, mais pas sur le terrain. Wahl avait conçu chaque point de connexion pour être entretenu avec des instruments basiques. Chasse-goupilles, pinces, tiges de nettoyage. Pas de clé Allen, pas de tournevis Torx, pas de clé dynamométrique calibrée. Le AR-70 partait du principe que ses utilisateurs seraient des personnels dotés d'un sens mécanique, mais sans formation spécialisée, opérant dans des environnements où les outils sophistiqués pourraient manquer. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque?
Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre le fonctionnement réel des choses. Part 4. Le premier test d'endurance eut lieu en mars 1972 sur un terrain militaire près de Brescia. Val observait depuis un abri, alors que des techniciens soumettaient 3 prototypes à des cycles d'usure accélérés, tirant 10 000 cartouches par équipement sur 72 heures, s'arrêtant uniquement pour laisser refroidir les canons et résoudre les incidents mineurs. Le protocole spécifiait l'usage de munitions standard OTAN de 5,56-45 mm tirées par rafale de 30 suivis de changements de chargeur. Les techniciens consignaient chaque défaillance, défaut d'alimentation, d'extraction, d'éjection ou de percussion. Volontairement, ils ne nettoyaient ni ne lubrifiaient les fusils pendant le test. Les mécanismes accumulaient l'encrassement, les résidus de poudre et les particules de laiton jusqu'à devenir visiblement sales. Le fusil connu 11 incidents sur 10 000 coups, un taux de défaillance de 0,11%. La plupart survinrent après le 8 millième coup, lorsque l'accumulation de carbone sur le piston réduisit l'énergie de la course. Le fusil 2 afficha des résultats similaires, avec 13 incidents. Le fusil 3 connut 2 échecs dans les 500 premiers coups dus à un extracteur fissuré, puis fonctionna sans encombre après le remplacement de la pièce. Ces chiffres entraient dans les standards militaires acceptables. Les fusils d'assaut de l'époque affichaient généralement des taux de défaillance entre 0,1% et 0,3% dans des conditions analogues. Val étudia les rapports attentivement, notant que l'essentiel des problèmes concernait les extracteurs et éjecteurs plutôt que le système de gaz ou la culasse. Les principes de fonctionnement de base étaient solides. Les composants périphériques demandaient un affinement. Le test le plus révélateur concernait le système de dispositif de bouche. Les techniciens tirèrent 1000 coups avec le fusil. Équipés d'un cache-flamme, passèrent à un compensateur pour 1000 autres coups, puis installèrent un adaptateur de tir à blanc pour 500 cartouches d'exercice. Ils répétèrent ce cycle 5 fois, montant et démontant les dispositifs sans outils, en comptant uniquement sur le mécanisme de cliquet à ressort. Après 3500 tirs réels et 2500 cycles à blanc, le filetage ne présentait aucune déformation. Le ressort du cliquet maintenait une tension constante. Les dispositifs s'installaient et se retiraient sans effort à la main, sans desserrage, sans grippage, sans dommage au filet. La spécification de filetage à gauche de Val fonctionnait exactement comme prévu. Le dispositif avait même tendance à se serrer légèrement sous l'effet des vibrations plutôt qu'à se dévisser. Ce résultat validait le postulat d'ingénierie. Une plateforme unique pouvait répondre à de multiples besoins opérationnels sans variante spécialisée ni modification en atelier. Une unité alpine pouvait reconfigurer ses équipements en quelques minutes. Un bataillon d'instruction pouvait convertir les fusils pour le tir à blanc sans passer par un dépôt. Cependant, le test d'endurance révéla aussi des limites. Le boîtier en acier estampé montra des fissures de fatigue près du puits de chargeur après 9500 coups. Acceptable pour un prototype, mais préoccupant pour une durée de vie prolongée. Val nota les emplacements des fractures et ajusta la géométrie de la matrice d'estampage, ajoutant de l'épaisseur au point de forte contrainte. Ces modifications ajoutèrent 120 grammes au poids du boîtier, mais éliminèrent les fissures lors des tests suivants. Le boîtier inférieur en aluminium présentait une usure là où le mécanisme de détente entrait en contact avec le châssis. Val imposa un alliage d'aluminium plus dur et ajouta un mince insert en acier au point d'usure. À nouveau, une pénalité de poids d'environ 50 grammes, mais une élimination définitive du défaut. Ces affinements successifs caractérisèrent tout le processus de développement. Val ne chercha pas de refonte radicale, mais effectua des ajustements incrémentaux basés sur des données empiriques. Chaque modification corrigeait une défaillance, observée sans altérer les principes fondamentaux. En juin 1972, le AR-70 avait atteint un profil de fiabilité conforme aux normes d'acquisition de l'armée italienne.
Part 5. La révélation concernant le filetage de bouche ne survint pas lors des tests formels, mais durant une évaluation sur le terrain avec des troupes alpines dans les Dolomites en octobre 1972. Vale accompagnait un détachement de 30 soldats effectuant des exercices de patrouille en montagne à des altitudes comprises entre 2000 et 3000 mètres. Les soldats portaient des AR-70 de pré-série équipés de cache-flammes pour les opérations de nuit. Le 3e jour, l'unité effectua une patrouille à l'aube, descendant d'un bivouac vers un village de la vallée pour une reconnaissance simulée, avant de remonter avant la tombée de la nuit. Les cache-flammes, indispensables pour la discrétion nocturne, créaient un souffle et un recul supplémentaires lors des tirs de jour, rendant le tir de précision plus complexe à longue distance. Un caporal s'approcha de Vale pendant le repos de midi. « Pouvons-nous retirer ça ?» demanda-t-il en désignant le cache-flamme. « C'est utile la nuit, mais problématique le jour. » Vale tendit au soldat un compensateur de rechange tiré de son sac. « Essayez ceci, » dit-il. Le caporal dévissa le cache-flamme à la main, le cliquet à ressort cliquetant lors de la libération et vissa le compensateur. L'échange complet prit environ 15 secondes. Aucun outil, aucun réglage, aucune supervision d'armurier. Le soldat tira 10 coups sur une cible à 300 mètres en contrebas. Le compensateur redirigea les gaz de propulsion vers le haut, contrant le relèvement du canon. Son groupement de tir se resserra nettement par rapport à la configuration précédente. « Cela change tout », affirma le caporal. Vale comprit que le caporal venait dénoncer la philosophie centrale du projet sans en connaître les implications techniques. Le système de filetage transformait le AR-70 d'un équipement à configuration fixe en une plateforme adaptable. Les soldats pouvaient optimiser leurs fusils selon les besoins tactiques immédiats, suppression de la flamme, compensation du recul ou adaptation au tir à blanc, sans dépendre des infrastructures de l'armurerie. Cette capacité ne provenait pas de matériaux sophistiqués ou de systèmes électroniques, mais d'un filetage mécanique précis. La spécification de 0,5 pouces par 28 filets, coupe à gauche, représentait la vision de Vale selon laquelle la modularité n'exigeait pas de complexité. Une interface filetée simple, fabriquée avec des tolérances exactes, offrait une flexibilité opérationnelle que des systèmes plus complexes ne pouvaient égaler. L'évaluation alpine dura 2 semaines. Les soldats échangeaient les dispositifs de bouche selon les missions, nettoyaient les filetages avec des brosses standards et installaient les pièces à la main sans clé dynamométrique. Le système ne fit jamais défaut. Les dispositifs ne se desserrèrent jamais pendant le tir. Les filets ne furent jamais arrachés ou grippés. Vale consigna ses observations de terrain dans les rapports techniques joints aux données d'évaluation. Les statistiques de fiabilité comptaient taux d'échec, nombre moyen de coups entre incidents, intervalle de remplacement des pièces, mais le filetage de bouche représentait quelque chose de plus profond. Une conception privilégiant l'autonomie du soldat face à une logistique centralisée. La doctrine militaire traditionnelle supposait que la configuration des équipements se faisait au niveau du dépôt, les armuriers modifiant les fusils pour des unités ou missions spécifiques. Le système de Vale décentralisait ce processus. Chaque soldat pouvait reconfigurer son équipement selon les besoins tactiques du moment, puis changer à nouveau lorsque la situation évoluait. Cette approche s'alignait sur les théories militaires émergeant au début des années 1970. Les conflits en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient avaient montré l'importance d'une adaptation rapide à des situations fluides. Les configurations fixes s'avéraient souvent inadaptées quand les circonstances basculaient. La solution de Vale était mécanique plutôt que doctrinale. Créer une plateforme assez flexible pour accommoder l'imprévisible. Le choix du filetage reflétait aussi un pragmatisme industriel. Fabriquer 3 variantes différentes du AR-70 pour les troupes alpines, les unités urbaines et l'instruction aurait nécessité 3 lignes de production, 3 systèmes d'inventaire et 3 protocoles de maintenance.
Un fusil unique avec des composants interchangeables ne demandait qu'une ligne et un petit stock de pièces standards que les soldats géraient eux-mêmes. Part 6. Le Beretta AR-70 entra en service dans l'armée italienne en 1972 et resta le fusil d'infanterie standard jusqu'à la révision AR-70-90 en 1984. Durant ces 12 années, il équipa les brigades alpines dans les Dolomites, les unités de carabinieri en centre urbain et les bataillons d'instruction dans toute l'Italie. Le fusil ne connut jamais une adoption internationale massive, les variantes du G3 allemand et les dérivés du M16 américain dominant les marchés mondiaux. Mais il remplit sa mission: fournir aux forces italiennes une plateforme fiable, facile d'entretien et fabriquée grâce aux capacités industrielles existantes. Le système de filetage de Vale devint la caractéristique distinctive qui différenciait le AR-70 de ses contemporains. Là où d'autres équipements exigeaient des modifications en atelier, le AR-70 permettait une reconfiguration en quelques secondes. Cette capacité s'avéra particulièrement précieuse pour les unités de carabinieri menant à la fois des patrouilles urbaines et des opérations rurales. Ils pouvaient installer des compensateurs pour la précision de jour et passer au cache-flamme pour les missions nocturnes sans interrompre leur rythme opérationnel. La leçon d'ingénierie plus large concernait les contraintes vues comme des opportunités créatives. Vale ne pouvant accéder au système de moulage de pointe ou aux alliages exotiques, il conçut son projet autour de l'acier estampé et de l'aluminium, des matériaux maîtrisés par Beretta depuis des décennies. Ne pouvant compter sur des régulateurs de gaz complexes, il imposa un régulateur fixe étalonné pour des conditions larges. Face à l'impossibilité de produire plusieurs variantes dans les délais impartis, il créa une plateforme à composants interchangeables sur le terrain. Chaque contrainte généra une décision privilégiant la simplicité mécanique sur la sophistication technologique. Le résultat ne fut pas le fusil le plus léger, ni le plus innovant, ni le plus avancé, mais un équipement pouvant être fabriqué immédiatement, entretenu par des personnels aux connaissances mécaniques basiques et adapté à diverses exigences sans soutien spécialisé. Le filetage de bouche incarnait cette philosophie, des filets à gauche, coupés avec précision pour éviter le desserrage vibratoire, un cliquet à ressort utilisable sans outil, une compatibilité universelle avec les cache-flammes, compensateurs et adaptateurs de tir à blanc. Ce filetage coûtait environ 12 minutes de tournage par canon et n'ajoutait aucun poids, mais il transformait la flexibilité opérationnelle du AR-70. En 1984, les progrès des polymères et des processus de fabrication rendirent l'approche acier-aluminium de Vale obsolète. La version AR-70-90 intégra des garnitures en polymère, une ergonomie améliorée et une modularité accrue. Cependant, le système de filetage resta inchangé. La spécification originale de Vale continuait de servir car le principe d'ingénierie restait valide. Des interfaces mécaniques de précision offrent une modularité fiable sans système complexe. Vale prit sa retraite de chez Beretta en 1989, après 37 ans au sein de l'entreprise. Il avait conçu plusieurs équipements durant sa carrière, mais le AR-70 restait l'expression la plus complète de sa philosophie. Interrogé tard dans sa vie sur ce qu'il considérait comme la caractéristique la plus importante du fusil, il ne cita ni le système de gaz, ni la crosse pliante, ni le boîtier en acier. Il désigna le filetage de bouche. Tout le reste était un compromis, disait-il. Le filetage était une intention. Le AR-70 subsiste aujourd'hui dans les collections et lors de certains usages de service, rappelant que l'ingénierie sophistiquée consiste parfois à savoir quelle complexité éviter. Vale avait compris qu'un équipement optimisé pour la capacité industrielle, la simplicité mécanique et l'adaptabilité sur le terrain survivrait au modèle conçu uniquement pour la performance pure. Les filets à la bouche, 0,5 pouces par 28 filets, coupe à gauche, usinage précis, représentait l'ingénierie comme une synthèse, plutôt qu'une simple innovation, prouvant que les outils et matériaux disponibles définissent le possible autant que les idéaux théoriques.
Si vous appréciez ces récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.